Madame l'ambassadrice, Madame la représentante de la Commission européenne au Luxembourg, Madame la vice-rectrice académique de l'université, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis. Au nom de l'Europe directe de l'Université de Luxembourg et de ses partenaires, je vous souhaite la bienvenue au webinaire « Le rôle des femmes dans les relations européennes et internationales du Luxembourg ». La manifestation qui nous réunit aujourd'hui, en ce jour même de la célébration des droits des femmes, est réalisée en coopération avec le Luxembourg Center for Code-Paper and Digital History, le ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, la représentation de la Commission européenne au Luxembourg et le bureau de liaison du Parlement européen au Luxembourg. Un grand merci à nos partenaires. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de femmes d'exception qui ont compté dans la construction des relations européennes et internationales du Luxembourg dans plusieurs perspectives. On a des élus européennes, on a des diplomates au ministère des Affaires étrangères qui ont œuvré dans les relations diplomatiques bilatérales et multilatérales. On a des diplomates dans la diplomatie européenne, on a des diplomates dans la diplomatie académique. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole à professeure Catherine Leglu, vice-rectrice académique, pour le mot d'ouverture. Merci beaucoup Madame Manescu. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice, Madame la députée européenne, Madame la représentante de la Commission européenne au Luxembourg, chers collègues, Mesdames, Messieurs et amis. Je suis très heureuse de pouvoir vous souhaiter à toutes et à tous, au nom de l'Université du Luxembourg, une excellente journée internationale des droits de la femme. Je remercie Elena Danescu pour l'organisation de cet événement, ainsi que Europe Direct et le C2DH. Cette occasion nous donne l'opportunité de réfléchir un peu sur ce que nous comprenons par les droits de la femme, de la fille, dans le monde actuel. En consultant les médias, nous observons l'arrivée ici au Luxembourg, comme dans de nombreux autres pays, de femmes et d'enfants qui fuient la guerre en Ukraine. La question des droits se soulève immédiatement, ainsi que celle de comment répondre à l'abus de ces droits. Le contexte actuel nous rend plus sensibles à ce que nous comprenons par les rôles respectifs des hommes, des femmes, des enfants, dans le cadre d'une guerre et le cadre de la protection des réfugiés. Ce matin, j'ai aussi lu une étude en ligne qui disait que les femmes ont souvent été plus touchées que les hommes par la pandémie. Une question non de symptômes, mais d'impact personnel sur les conditions, surtout les conditions de vie et de travail, l'augmentation de la charge de responsabilité pour les enfants et les personnes vulnérables dans le cadre du confinement et après, la perte dans l'emploi ou sa diminution et ainsi de suite. Cette question s'applique depuis 2 ans, mais elle repose sur des bases que nous connaissons bien. Parmi ces bases, le problème de l'écart salarial entre les genres, qui n'a que très peu progressé ces dernières années. Cette question a un lien avec l'acquisition de compétences et ainsi avec l'employabilité. Un volet important de l'employabilité est l'université. Parmi les droits des femmes et des filles les plus importants, il y a le droit à la scolarité et à l'éducation. Je passe à une citation que vous connaissez peut-être. La question est donc de savoir si l'éducation que donnent aux femmes développe ou tend moins à développer leurs facultés, à en diriger l'emploi selon l'intérêt de la société, si nos lois ne s'opposent pas à ce développement et nous-mêmes à cette direction. Enfin, si dans l'état actuel de la société, une femme telle qu'on peut la concevoir formée par une bonne éducation ne serait pas très malheureuse en se tenant à sa place et très dangereuse si elle tentait d'en sortir. Je crois que le mot dangereux vous a peut-être alerté au fait que c'est Choderlos de Laclos qui parle, non pas dans le cadre de son roman Les liaisons dangereuses, mais de son traité de l'éducation des femmes publié en 1783. Avons-nous donc évolué depuis ? Souvenons-nous que les femmes n'ont accès aux formations universitaires que depuis 150 ans environ. Parmi les figures les plus importantes de l'histoire du féminisme, il y a bien sûr Simone de Beauvoir, qui, étudiante, n'a eu accès aux cours de philosophie à la Sorbonne que suivaient ses collègues masculins que par exception. Je pense aussi à une de mes professeurs à moi, quand j'étais étudiante en bachelor, qui un jour a évoqué un certain professeur plus âgé qu'elle, sans le nommer,
Elle a dit qu'à l'époque du féminisme radical des années 70, elle et ses collègues avaient adopté certaines revendications douces. Et chaque fois que cet homme ouvrait la porte aux jeunes femmes et que ces dernières ne le remerciaient pas, il leur claquait la porte au nez. Dans nos sociétés actuelles, nous ne voyons peut-être plus fermer les portes, mais j'ai parfois l'impression qu'on s'attend quand même à ce que nous remercions ceux qui nous les ouvrent. Les droits des femmes se résument au droit d'ouvrir soi-même la porte, à voir ce qu'il y a derrière elle, à vivre en autonomie, à voter, si on le souhaite, bien sûr, à se présenter aux élections, à travailler et à gérer ses finances. On dit souvent aux jeunes femmes, on le dit souvent dans le cadre de notre université, qu'il faut avoir du courage et tout ira pour le mieux. Mais parfois, le courage ne suffit pas. Il faut un effort des deux côtés. Je parle en tant que vice-rectrice aux affaires académiques et je me tourne ainsi vers la vie de nos étudiants et nos étudiantes, vers ce que nous proposons dans nos formations universitaires. Que faisons-nous pour améliorer la société au sein de notre université? Donnons-nous le bon exemple. Quels sont les messages que nous faisons passer exprès ou par inadvertance? La question n'est pas tellement « est-ce que le monde a évolué ?», mais plutôt « comment les droits des femmes et des filles sont-ils étudiés, pensés et débattus au sein d'une université ?» Les discussions de cet après-midi vont nous donner des pistes et beaucoup de matière à réflexion. En vous remerciant à tous et à toutes, et bien sûr en remerciant avant tout nos invités, je vous souhaite de bonnes discussions. Merci. Merci beaucoup, Madame la vice-rectrice, pour ces mots très encourageants, très motivants pour les femmes, pour les jeunes filles. Le programme d'aujourd'hui est structuré autour d'expériences et de paroles de femmes éminentes, à commencer par une élue européenne. C'est Madame Astrid Lulling, qui a fait ses premiers pas en Europe en tant que secrétaire et rédactrice au Letzebauer Arbeiterverband. Ensuite, elle a été collaboratrice au bureau de liaison des mineurs et métallurgistes auprès de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ensuite, elle a été secrétaire générale des syndicats de travailleurs agricoles et des travailleurs de l'alimentation au secrétariat syndical européen pour finalement être une élue à la Chambre des députés du Luxembourg entre 1965 et 1989, membre du Parlement européen depuis 1965 à 2014 et présidente du mouvement européen depuis 2016 jusqu'à il y a un an. Pour nous livrer ses souvenirs et aussi ses combats de femmes sur la scène européenne, j'invite Madame Astrid Lulling à prendre la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Merci de m'avoir invité à votre réunion que vous intitulez sur le rôle des femmes dans les relations européennes et internationales du Luxembourg. Moi, je dois d'abord vous dire que j'avais 21 ans le 9 mai 1950 quand Robert Schuman a fait sa déclaration. Mais je travaillais depuis avril 49 pour le LAF, le Letzebauer Arbeiterverband, le syndicat ouvrier socialiste des mineurs et métallurgistes, dont le secrétaire général était à l'époque Antoine Krier, qui participait déjà depuis le début de l'année 49 au comité intersyndical pour l'internationalisation de la Ruhr. Les syndicats libres de cette époque avaient créé ce comité pour empêcher par l'internationalisation de la Ruhr une nouvelle guerre mondiale. À l'époque, les syndicalistes luxembourgeois étaient très sollicités pour leur bilinguisme franco-allemand, et Antoine Krier, avec sa belle-sœur Lily Krierbeck, qui était la veuve du premier ministre socialiste Pierre Krier, les deux organisaient les réunions européennes des syndicats libres et on assurait aussi le secrétariat. Je devais tout de suite les y assister et participer à toutes les réunions européennes en tant que secrétaire et interprète consécutive, parce que à cette époque, les syndicats
n'engageait pas d'interprète professionnel pour les réunions de commission. C'était trop cher. Et l'écrire et moi étaient donc leurs interprètes avec des collègues belges flamands qui étaient un peu trilingues aussi. Les syndicats ont tout de suite salué la déclaration de Schuman et ils ont suivi de très près les négociations pour la création de la première communauté européenne où ils étaient représentés dans les délégations nationales parce que dans chaque délégation nationale qui a négocié le traité, il y avait une représentation des syndicats. Aujourd'hui, les syndicats ne peuvent que rêver de ça. J'étais donc au courant des négociations et de leurs résultats pour la création de la CECA, mais pas en tant que femme, avec un mandat, mais en tant que petite secrétaire au service d'un syndicaliste. Mais ce savoir m'a évidemment beaucoup aidé quand je suis devenue députée en octobre 65 et en même temps membre de ce qui est depuis 79 le Parlement européen avec des membres élus, mais alors en 65 il fallait être député national pour être délégué et désigné membre, pour être désigné membre de cette assemblée parlementaire. Moi, j'ai siégé de 65 à 74, quand je n'ai plus été désigné à cause de l'opposition des socialistes, après la scission du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois en 71. J'étais évidemment très triste parce que j'avais beaucoup de bons collègues et même de vrais amis qui ont aussi regretté mon absence. En 1979, j'étais candidate aux premières élections européennes. J'ai eu plus de voix personnelles que tous les autres qui sont finalement devenus membres du Parlement européen parce que ils avaient inventé un système très drôle. Il y avait des listes de 12 candidats pour 6 sièges. L'électeur n'avait que 6 voix et ne pouvait donner qu'une voix à un candidat, alors que pour nos élections nationales, il n'y a qu'autant de candidats que de postes et que de membres à élire, mais l'électeur peut donner 2 de ses voix à un candidat. Le gouvernement, durant de ce temps-là, avait inventé ce drôle de système de 12 candidats pour empêcher qu'un candidat de mon parti soit élu ou puisse être élu. Et ils ont très bien réussi, je dois dire. Les partis qui étaient au gouvernement ont mis tous leurs ministres sur ces listes de 12 candidats. Et alors, ces ministres ont évidemment apporté beaucoup de voix, mais ils n'ont jamais siégé lorsqu'ils étaient élus. Moi, je n'ai pas été élu parce que mon petit parti dans l'opposition n'a pas eu de siège. Mais ceux qui ont finalement siégé pour les grands partis avaient 5 000, 6 000 voix personnelles. Moi, je n'ai pas siégé avec 12 050 voix personnelles, ce qui était évidemment difficile à supporter. Et entre 74 et 89, en 89, j'ai été élu sur la liste du PCA grâce à M. Verne, qui a insisté pour que je continue ma vie politique. J'étais donc 15 ans absente du Parlement européen, mais j'ai quand même été présente à toutes les sessions à Strasbourg en tant que journaliste, vous savez, correspondant pour des journaux. Et j'ai fait ça pour garder les contacts et pour suivre les débats. En 1914,
à la fin de mon mandat, j'étais la seule rescapée du Parlement européen non élu. Et je suis arrivée en octobre 65, fraîchement élue députée nationale. Il y avait très peu de femmes dans les assemblées européennes depuis 52, depuis la CECA. Moi, j'étais la 10e des femmes qui ont siégé entre 58 et 65, mais j'ai eu la plus longue carrière de 34 ans comme parlementaire européenne, désignée entre 65 et 74 et directement élue entre 89 et 2014. De 74 à 89, je suis restée seulement députée nationale. En 65, j'étais aussi le plus jeune membre de cette assemblée, tous sexes confondus d'ailleurs, mais il y avait très peu de femmes. On était deux à ce moment, une était plus vieille que moi, une allemande, mais la plupart des hommes qui étaient députés ou sénateurs nationaux étaient nés au 19e siècle, avant la Première Guerre mondiale, même les 9 collègues féminins qui au féminine, je dois dire. Moi, je suis de la vieille époque, qui ont siégé entre 52 et 65, étaient toutes nées avant 1914, donc avant la Première Guerre mondiale, et aucune d'entre elles n'a plus été membre après 70. Les femmes étaient donc très rares. Même dans le traité de Rome, le mot femme ne figure pas. Mais il y avait l'article 119 concernant l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Chaque État membre devait assurer au cours de la première étape et maintenir par la suite l'application de ce principe. Mais cet article a été très mal appliqué. Jusqu'en 1975, date la première directive européenne d'égalité de traitement en matière de salaire, suivie par d'autres directives européennes en matière de sécurité sociale, d'accès à l'emploi, à la promotion, à la formation et j'en passe. Ces directives je crois, sont encore en vigueur. Elles étaient au moins en vigueur lorsque j'ai écrit mon livre. Et je ne sais pas s'ils sont encore appliqués, mais moi, j'ai toujours plaidé que c'était un arsenal extrêmement utile, ces directives, mais il faut savoir pouvoir les utiliser en cas de discrimination. Et les choses étant ce qu'elles sont depuis l'élargissement de 2004 et la position de trop de gouvernements de dans 28 États membres, il faut se réjouir, je crois, de l'existence de cet arsenal. Moi, j'ai toujours plaidé plus et pour l'utiliser, parce que depuis 2009, malheureusement, toutes les tentatives de les réformer ont échoué. Depuis que le Parlement européen a créé la Commission des femmes, commission permanente pour l'égalité du traitement des hommes et des femmes en 84, les avis de cette commission sont moins suivis que les avis avant que d'autres commissions. Et pourquoi? Parce que cette commission, composée presque exclusivement de députés féminins, produit des rapports avec des amendements aux propositions de la Commission européenne qui trouvent encore une majorité au Parlement européen, mais qui, par leur manque de réalisme, ont été ignorés
largement par le Conseil et même par la Commission. Exemple, la protection de la maternité, les quotas. Enfin, aucune suite n'a été réservée depuis au rapport du Parlement européen. Parce que, comme je vous dis, l'irréalisme et la confusion des positions du Parlement européen sur la base de rapports mal conçus par la majorité de la Commission femmes sont donc la cause principale de la stagnation de la législation européenne en matière d'égalité au cours des dernières législatures. Malheureusement, aussi là, un populisme de mauvaise aloi s'est manifesté aussi au Parlement européen, parce que moi, je me rappelle, j'étais rapporteur, et alors sur une de ces directives, et alors on a dû négocier avec le Conseil des ministres qui était en charge, qui avait la présidence du pays. Et moi, je me rappelle, moi, j'ai négocié avec les Espagnols qui ont dit « Oh, heureusement, nous allons… je crois, moi, j'ai négocié en juin. Ils ont dit en juillet, on va être débarrassé de cette procédure parce qu'au fin, alors, nous n'avons plus l'obligation de nous occuper avec ces rapports du Parlement européen sur les propositions de directives de la Commission. Ce sont les femmes armées dans sa Commission, avec leur extrémisme, avec des revendications vraiment idiotes et alors ils ont vraiment nui à elles-mêmes par leur extrémisme et plus personne ne les a pris au sérieux, ni le Conseil des ministres, ni même la Commission. Moi, j'ai toujours essayé, parce que j'étais membre de cette commission, bien sûr, j'ai essayé de leur dire que ce serait mieux d'être plus réaliste, parce qu'avec raison et avec pragmatisme, on n'arrive évidemment pas à des révolutions, mais quand même à des progrès, aussi bien sur le plan législatif qu'en réalité. Mais malheureusement, vous savez, si vous lisez certains rapports de la Commission des droits de la femme de cette époque, par exemple celui sur le congé de maternité, vous allez voir que c'est totalement inacceptable. Ils veulent la même chose, mais maintenant, j'ai lu encore aujourd'hui, quelque part, ils veulent la même chose pour les hommes que pour les femmes. Mais les hommes ne mettent pas encore d'enfants au monde, non? Qu'est-ce que les hommes font avec un congé de maternité? Donc, c'est souvent cet extrémisme, alors que aussi à la Commission des droits de la femme, il y avait la concurrence entre les différents partis. Alors, ils imaginaient des choses vraiment, des revendications impossibles. Voilà pourquoi, je veux dire, les femmes ne servent pas toujours elles-mêmes les objectifs qu'elles poursuivent par une position extrémiste et inacceptable. Voilà, les femmes moi je crois que ça suffit comme introduction. Je crois que je vous ai assez... Nous vous remercions beaucoup pour ces mots et pour l'évocation de toutes ces questions qui restent encore sur l'agenda. Je vous propose de poursuivre notre programme et de revenir à vos propos durant la session de questions-réponses. Oui. Notre programme inclut l'intervention de Madame l'ambassadrice Anne Godot, ambassadrice itinérante du Luxembourg pour les droits humains. Ensuite, une session de questions-réponses
Après la session de questions-réponses à laquelle participeront Madame Luling, l'ambassadrice Goddard, et Madame Anne Kalter, représentante de la Commission européenne, après ce moment d'échange avec le public, on présentera le projet de recherche Les femmes dans les relations européennes et internationales que l'université a lancé récemment. Et en tant que mot de conclusion, on donnera la parole à Madame Kalter pour nous donner les grandes lignes de la politique européenne en matière de femmes. Sans plus tarder, je voudrais inviter à prendre la parole Madame Anne Goddard, qui est ambassadrice itinérante du Luxembourg pour les droits humains et qui est spécialisée dans la problématique des migrations internationales au ministère des Affaires étrangères et européennes. Auparavant, l'ambassadrice Goddard était représentante permanente adjointe à la représentation permanente du Luxembourg à Genève et chargée des questions relatives aux droits de l'homme, au travail et aux migrations. Elle a également été chef de mission adjointe à l'ambassade du Luxembourg à Bruxelles et a occupé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères du Luxembourg. Madame l'ambassadrice, la parole est à vous. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, je suis contente de dire. Merci de m'avoir invitée d'être présente aujourd'hui lors de ce séminaire où on peut se retrouver pour discuter de ces sujets importants et où sera également présenté le projet de recherche. Bien évidemment, je serai très heureuse d'en prendre connaissance. Nous nous retrouvons bien évidemment à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Cette journée nous invite à célébrer des progrès réalisés en matière des droits des femmes et à pousser plus loin nos réflexions tenant à mettre fin aux inégalités entre les genres. Avant de plonger dans le vif du sujet, qui est aujourd'hui le rôle des femmes dans les relations européennes et internationales du Luxembourg, permettez-moi de me présenter rapidement. Madame, vous l'avez fait. En effet, je suis ambassadrice itinérante pour les droits humains au ministère des Affaires étrangères et je suis également coordinatrice du volet international des questions de migration. Donc, je suis très heureuse de pouvoir cumuler ces deux tâches. Voilà. C'est aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice itinérante pour les droits humains, que le sujet abordé ici fait partie de mon travail au quotidien et il s'inscrit en plus parfaitement dans le cadre de la politique étrangère féministe du Luxembourg. Non, voilà. Donc, plus particulièrement, vous m'avez demandé d'intervenir sur la défense des droits des femmes et des filles. Je vais d'abord poser le contexte de notre politique étrangère féministe avant de détailler comment le Luxembourg s'engage pour défendre et mettre en avant les droits des femmes et des filles au sein des plus de 49 forums multilatéraux et bilatéraux dans lesquels nous sommes représentés. Donc voilà, on me le demande souvent. Je suis désolée, je dois regarder moi-même. Ouais, voilà. On me le demande souvent, qu'est-ce que exactement la politique étrangère féministe du Luxembourg? Le gouvernement actuel avait annoncé dans son accord de coalition de 2018 la mise en œuvre d'une politique étrangère féministe. Cette politique vise à promouvoir l'égalité des genres dans les enceintes internationales et européennes et à promouvoir et protéger les droits des femmes de manière plus ciblée. Le ministère poursuit sa politique étrangère féministe autour de 3 volets principaux. Premièrement, les droits humains. Deuxièmement, la représentation et participation des femmes et des filles à tous les échelons de la société. Et troisièmement, en renforçant son action extérieure à travers l'évolution de ses structures internes. Donc, pour le premier point, la reconnaissance des droits des femmes, voilà, premier volet,
la reconnaissance des droits des femmes et des filles comme partie intégrante des droits humains. Les droits des femmes et des filles sont des droits humains. Ça paraît logique, mais ça vaut la peine de le répéter. Le Luxembourg défend donc une approche égalitaire face aux droits humains, tant les droits politiques que les droits économiques, sociaux et culturels, de même que le droit de décider librement, très important aussi pour les femmes, de sa vie affective et sexuelle. Il est indispensable de combattre toute discrimination de genre et de garantir les mêmes droits fondamentaux aux femmes et aux filles et dans le monde. Le deuxième volet, le renforcement de la représentation et la participation des femmes et des filles à tous les échelons de la société. Sans représentation et participation égalitaire des femmes et des filles à tous les échelons de la société, l'atteinte des buts que nous sommes fixés, notamment par l'agenda 2030 des Nations Unies, tels que le développement durable et le renforcement de la paix, ne pourront avoir lieu sans la contribution essentielle des femmes. Le Luxembourg s'engage pour le renforcement du rôle social et politique des femmes et pour l'égalité des chances. Voilà. En ce qui concerne la promotion d'une égalité des genres au sein de nos propres structures, donc au ministère des Affaires étrangères, en effet, tout effort au niveau de la politique étrangère du Luxembourg doit se refléter ou doit commencer quelque part chez nous également. Et en effet, nous avons, au fil des dernières années, observé une évolution positive quant à notamment l'attribution de postes à responsabilité aux hommes et aux femmes de manière plus paritaire. D'autres développements incluent la féminisation progressive des titres. Vous l'avez remarqué, Madame l'a dit aussi, moi-même, nous, on utilise plutôt pour les femmes le titre d'ambassadrice plutôt qu'ambassadeur. C'est un exemple. Voilà, et pour nous en interne, par exemple, je peux vous dire également, nous avons une secrétaire générale adjointe, un nombre grandissant de femmes ambassadrices. Une évolution, bien évidemment, basée entièrement sur le mérite de mes collègues. En 2021, au sein de la carrière diplomatique, le ministère des Affaires étrangères compte 144 agents, dont 54 femmes et 90 hommes. C'est un ratio de 37,5% de femmes pour 62,5% d'hommes. Au fil des dernières 5 années, donc par rapport à l'année 2016, ceci constitue une augmentation de 6,5%. Le rôle des femmes dans la diplomatie luxembourgeoise est donc en train de se développer de par cette évolution au niveau de nos propres ressources humaines et ces adaptations quant à la culture du travail interne également au ministère. Comment se présente la politique étrangère féministe en 2022 dans le contexte actuel? La mise en œuvre de notre politique étrangère féministe. Je ne suis pas très bien avec le... Vous voulez que je sache? Oui, si vous voulez, je suis désolée parce que je suis concentrée un peu sur les deux. Pas de souci. C'est un problème, juste un petit signe si je suis pas sûre. Voilà, je ne veux pas être trop longue non plus, mais je voulais juste vous dire également comment se concrétise donc notre engagement pour la politique étrangère féministe, notamment dans les forats nationaux et internationaux. Vous savez peut-être ou sans doute que le Luxembourg vient d'être élu membre du Conseil des droits de l'homme, donc ceci en octobre de l'année dernière et pour les 3 années à venir, donc 22, 23, 24. C'est un organe intergouvernemental pour le renforcement et la promotion, et de la protection des droits humains dans le monde. Bien évidemment,
Lors de notre campagne pour être élus et pour notre mandat, nous nous sommes donné des axes prioritaires, quelques priorités sur lesquelles nous concentrons, et la promotion de l'égalité des genres et des droits des femmes et des filles en fait une partie intégrante. Voilà. Je voulais également vous parler rapidement d'un autre plan d'action que nous avons très important suite à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1325, c'est-à-dire le plan d'action national Femmes et Paix et Sécurité que nous avons pour la période 2018-2023. Et ce plan d'action touche un peu à l'action complète extérieure du Luxembourg dans différents domaines, selon l'approche des 3D, c'est-à-dire les 3D, diplomatie, développement et défense, que nous pensons qui sont extrêmement liés. Je parle juste rapidement du domaine de la défense. J'en ai parlé avec les collègues. Le Luxembourg s'engage également pour les droits des femmes et des filles dans différents forats de l'OTAN, notamment, et on s'est beaucoup exprimé à ce sujet, pour le sort des femmes et des filles en Afghanistan. Une autre priorité de la direction de la défense de l'armée est également une augmentation du personnel militaire féminin. Et voilà, je parle trop longtemps. Je voulais également vous parler rapidement de l'inclusion, de l'importance de l'égalité des genres dans notre politique d'aide au développement, mais peut-être je pourrais y revenir un peu plus tard pour ne pas aller trop en détail. Voilà. Un constat un peu, c'est évident, mais il faut le répéter, les droits des femmes dans le monde doivent être protégés et promus de façon continue et systémique. Je veux dire, en ce moment, c'est presque impensable de ne pas évoquer la guerre en Ukraine dont nous sommes témoins actuellement. Nous voyons les développements sur nos télévisions, sur les réseaux sociaux, etc. Donc nous sommes témoins en ce moment de l'impact dévastateur des conflits sur les droits humains des civils, des femmes, des filles. Et en effet, la guerre s'accompagne souvent de violences à l'égard des femmes et des filles. Celles-ci deviennent en effet encore plus vulnérables lorsqu'elles tentent de s'échapper au conflit. Elles sont exposées à un risque accru de violence, d'agression sexuelle et de viol. Elles ont besoin de notre attention et de notre protection particulière. Madame, vous avez également parlé rapidement des effets disproportionnés sur les femmes et les filles de la pandémie de la Covid-19 et un peu le recul des progrès que nous avons constatés à cet égard-là. Et je pense que ni la pandémie, ni le contexte conflit doivent servir d'excuse pour restreindre les droits des femmes, quelque chose qui a lieu. Voilà, le Luxembourg continuera de défendre les droits politiques des femmes et leur autonomie. Comment y arriver? Il faut que les femmes et les filles connaissent leurs droits et disposent de moyens pour les revendiquer. Nous avons besoin des cadres légaux pour protéger leurs droits fondamentaux et leur donner les moyens juridiques avant qu'ils les atteignent. Voilà, en tant que conclusion, pour le Luxembourg, la défense des droits des femmes et des filles est au centre de notre politique étrangère, qui est une politique étrangère féministe, vous l'aurez compris.
La promotion et la protection des droits des femmes jouent un rôle central dans notre action extérieure. Et en tant qu'ambassadrice itinérante pour les droits humains, je m'engage à œuvrer pour les respects de ces droits. Madame l'ambassadrice, nous vous remercions pour cette présentation de l'action du Luxembourg dans cette problématique combien importante sur le plan international. Et maintenant, j'invite le public pour la session de questions-réponses à adresser dans le chat des réponses à nos invités. Il y a une première question. Madame Lulling, vous avez évoqué le caractère irréaliste des revendications des femmes au Parlement européen dans diverses commissions. Non, dans la Commission des droits des femmes. Dans la Commission des droits des femmes. En quoi cette attitude était irréaliste? Oui, mais parce que la Commission des droits des femmes a fait, lorsque nous avons dû faire nos rapports sur les propositions de directives de la Commission, elles ont fait des revendications impossibles et tellement exagérées que ni la Commission ni les gouvernements ne les ont pris au sérieux. Moi, j'ai toujours essayé de dire, mais restons réalistes pour avoir des progrès, pas des révolutions, mais au moins des progrès. Mais avec leur irréalisme, il n'y avait plus de progrès. Moi, je trouve aussi, vous avez maintenant parlé de politique étrangère féministe. Moi, je trouve ça inadéquat, pour ne pas dire autre chose, comme titre d'une politique. Si une politique féministe, mais alors les hommes devraient dire, qu'est-ce que c'est que ça? Vous devriez, au lieu de parler d'une politique étrangère féministe, parler d'une politique étrangère d'égalité de traitement des femmes et des hommes. Ça, ce serait un bon titre. Mais féministe, c'est exagéré et inadéquat, à mon avis. Une question pour Madame l'ambassadrice, Madame la représentante de la Commission européenne. Dans la problématique de l'égalité homme-femme, quels sont les plus grands chantiers au Luxembourg et en Europe? Alors, d'abord en Europe, parce que je représente la Commission, je dirais que c'est encore l'écart des rémunérations. Eurostat a sorti les chiffres cette semaine. On a un écart de 13% entre les rémunérations des hommes et les femmes. Ça, c'est la moyenne en Europe. Le Luxembourg est plutôt bon élève. En fait, occupe la première place avec 0,7%. Donc, c'est vraiment exemplaire. Mais pour moi, même 0,7%, c'est trop, parce qu'il n'y a aucune justification pour un écart de rémunération lorsqu'il s'agit du même travail. Donc ça, pour moi, c'est un chantier à adresser de manière prioritaire. C'est clairement un indicateur d'un problème. Ensuite, mais je vais y revenir plus tard dans mes conclusions, il y a tous les comportements violents à l'égard des femmes et des filles qui vont de pair avec la digitalisation. Ça, c'est un vrai problème sociétal auquel il faudra qu'on s'attaque et la Commission va présenter aujourd'hui même, un peu plus tard que la fin de ce séminaire, une nouvelle initiative, mais je vais y revenir plus tard lors de mon intervention. En tout cas, il y a de quoi faire. On n'est pas encore arrivé là où on voudrait et la lutte contre les violences à l'égard des femmes est clairement un chantier majeur à attaquer. C'est clair. Et au niveau... Oui. Je peux dire quelque chose. Moi, je trouve que ce n'est pas bien de parler des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sur le plan européen ou sur le plan national. Parce qu'il y a aussi des écarts
entre même les hommes dans différentes professions. Je vous donne un exemple très simple. Au Luxembourg, si vous êtes chauffeur de bus à la ville ou au Teach au sud, vous gagnez plus que le chauffeur de bus d'une firme privée. Donc, et vous ne pouvez pas faire l'écart sur le plan européen. Ça ne veut rien dire. Ce qui est essentiel, c'est que l'égalité de traitement doit être assurée pour un même travail aux gens qui sont employés dans leur firme. C'est là, sur ce plan, mais pas sur le plan général européen. Il y a 6% d'écart. Mais ça ne veut rien dire sur la situation des uns et des autres, leur situation réelle dans leur vie. Moi, je peux gagner plus qu'un homme dans ma profession. Un homme peut gagner plus que moi, mais alors c'est peut-être... Mais si au niveau européen, il y a autant d'écart que ce que vous avez dit, 7%, 13% moyenne. 13%. Ça ne veut rien dire sur la situation des personnes à leur travail. Moi, je sais depuis 20 ou 30 ans de dire que ces comparaisons sur le plan européen, ça ne veut rien dire sur la situation des individus. Madame Calte, vous avez un commentaire? Oui, tout à fait. J'aimerais juste préciser, effectivement, l'affirmation des 13%, c'est peut-être un peu général, si je puis dire, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. En tout cas, ce chiffre est tiré d'une étude d'Eurostat qui va beaucoup plus dans les détails. Donc, c'est des gens qui sont quand même hautement qualifiés pour analyser des données comparables. C'est des statisticiens, des mathématiciens. Je ne voulais pas maintenant vous enivrer avec des chiffres très en détail, mais je pourrais, si vous voulez, à une autre occasion, vous donner plus d'informations quant à la granularité de ces données qui permettent effectivement de comparer des situations égales entre hommes et femmes pour un même travail. Et il y a effectivement des nuances à apporter, vous avez raison, mais je trouve que le chiffre de 13%, c'est quand même assez révélateur, même s'il ne reflète pas la situation dans tous ses détails. Mais c'est un chiffre qui doit nous interpeller. Oui, mais il y a des secteurs où aussi les hommes gagnent moins que les femmes dans d'autres secteurs. Il y a des secteurs où les hommes gagnent plus que les femmes dans certains secteurs. Ça dépend des secteurs, ça dépend des personnes, mais pas d'une moyenne sur le plan européen, ça veut rien dire. Moi, j'ai droit personnellement à l'égalité de salaire. Alors, je peux pas, si moi je travaille dans une entreprise privée, je gagne moins qu'une autre femme qui travaille dans une entreprise officielle au Luxembourg. C'est ça. Les gens qui travaillent pour l'État, pour les communes, sont mieux payés que les hommes qui font le même travail dans le privé. C'est ça la réalité. Et alors ces moyennes ne prennent pas en considération cette situation. Ça ne veut rien dire pour la situation. Ce qui est essentiel, c'est la situation de la personne, ce qu'elle travaille. Par les moyennes nationales ou européennes, ça ne dit rien du tout. Le fait quand même qu'il y a cette volonté de mettre de l'ordre dans une situation inégalitaire, c'est déjà un bon début. Voilà, donc peut-être ça doit nous conforter, surtout les femmes qui sont en deçà de cette configuration.
Madame Gada. Oui, parce que la question m'était posée aussi, j'aimerais répondre et je rejoins tout à fait Anne Calteux pour tout ce qui est, que ce soit au niveau national ou international, pour nous international, la lutte contre les violences faites aux femmes, les violences tout court, mais aussi les violences sexuelles et sexistes. Je pense que c'est malheureusement quelque chose que nous devons continuer à combattre. Nous sommes sur le point de finaliser également notre rapport sur la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, donc qui s'approche longuement dessus. Comme nous, on s'occupe plus donc également de tout ce qui est de l'international, je pense qu'un volet très important est également la participation des femmes par exemple, dans les situations post-conflit, quand je parle par exemple aux négociations en Afghanistan, etc., que les femmes aient leur voix également. À ce titre, je pense que c'est quelque chose où il faut qu'on continue, qu'on le demande, qu'on insiste. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses, mais voilà. Merci beaucoup. Une autre question. Quelle est votre option? Comment attirer plus de femmes dans les secteurs d'excellence sur le devant de la scène politique, de la scène européenne? C'est la méritocratie ou les quotas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis contre les quotas. Je sais. Vous avez voté contre au Parlement. Pardon? Vous avez voté contre au Parlement lorsque ça a été... Oui, parce que c'est inapplicable. Pourquoi? Je ne sais pas. Quel quota? Comment vous voulez fixer les quotas? Dites-le-moi. Mais comment voulez-vous attirer Est-ce plus que de le quota, femmes c'est vous à s'engager? que les femmes doivent avoir 50% des postes? C'est ça les quotas pour vous? Oui. Bon. Alors, par exemple, si vous voulez que dans les partis politiques, on veut aussi les quotas. Si vous les voulez. Alors, malheureusement, dans les partis politiques, la plupart, il y a environ 30% de femmes et 70% d'hommes. Est-ce que les 30% de femmes ont droit à 50% de postes? Vous trouvez ça plus, comment je dirais, plus égalité? C'est pas égalité. Si vous êtes 30%, vous ne pouvez pas avoir 50% des postes. Mais alors, si vous permettez, ne faudrait-il pas se poser la question pourquoi il n'y a que 30% de femmes qui s'intéressent à la vie politique? Oui, mais alors là, vous devez demander aux femmes pourquoi. Mais c'est la faute des femmes, c'est quand même pas la faute des hommes. Ou est-ce que c'est la faute des hommes qui interdisent aux femmes de devenir membres des partis politiques? Ça peut arriver, je sais. Je crois qu'aujourd'hui, on ne parle pas de l'attribution des fautes à l'un ou à l'autre. C'est plutôt peut-être dans une optique de problématique de société. Une égalité de fait. Est-ce que notre société permet aux femmes de faire les choses qu'elles aimeraient faire, alors que peut-être il y a des sacrifices à faire au niveau de l'équilibre vie privée, vie professionnelle? Pour moi, personnellement, c'est ça la question. Est-ce que aujourd'hui, les quotas sont nécessaires pour forcer une certaine prise de conscience, peut-être, parce que nous ne sommes pas encore là où on voudrait être? Malheureusement, peut-être qu'on doit passer par les quotas, parce que autrement, manifestement, on n'y arrive pas. Donc, c'est ça la question des quotas. Donc, c'est probablement pas quelque chose qu'on voudrait avoir naturellement mis en place, mais si on n'y arrive pas autrement, c'est un moyen pour y arriver. Et on doit aussi voir d'où on vient, hein? Ce qu'on avait comme égalité, comme situation de fait. On veut qu'elle change à terme.
vous voyez, et je pense que, et on n'a pas encore parlé de stéréotypes, etc. Il y a beaucoup de choses qui contraignent depuis longtemps, d'où on veut partir. Vous savez, cette discussion me rend au moins 50 ou 60 ans plus jeune. Parce que c'est à cet âge que nous avons parlé comme ça. Parce qu'il y avait là des vraies discriminations de femmes. Après, et grâce aux directives européennes, au moins sur le plan législatif et réglementaire, il n'y a plus de discrimination des femmes grâce aux directives européennes que nous avons tous les États membres dû mettre en place. Évidemment, je sais que sur le plan pratique, privé, pas toutes les femmes réussissent, toutes les femmes ont droit à l'égalité de traitement, mais pas toutes les femmes, si elles sont discriminées personnellement, n'ont le courage ou la volonté, surtout le courage de revendiquer leurs droits. Nous sommes dans une situation, et moi j'ai travaillé depuis les 70 années dernières pour éliminer, au moins sur le plan législatif et réglementaire, toutes les discriminations. Et nous avons pu le faire grâce aux directives européennes depuis 1975. Toutes ces directives, nous les avons appliquées. Mais moi, j'ai par exemple, j'ai beaucoup d'exemples. J'ai par exemple aidé les femmes ouvrières dans une commune luxembourgeoise, Pétanche, pour ne pas la nommer, qui étaient discriminées. Elles gagnaient pour le même travail, elles gagnaient moins que les hommes. Alors, elles sont venues chez moi, je les ai aidées, nous avons fait un procès à la commune et nous avons gagné. Parce que moi, j'ai dit depuis 1975, il y a la directive sur l'égalité de traitement en matière de salaire, alors vous ne pouvez pas payer les hommes qui font le même travail de nettoyage plus que les femmes. Et nous avons eu raison. Et la commune de Pétanche, le bourgmestre n'était plus tellement, c'était un collègue du même parti, mais il n'aimait plus tellement parce qu'il a dû payer, je crois, je ne me rappelle plus, dans les 75 millions, il a dû, je ne me rappelle plus, je sais pas, mais des millions, je ne sais pas si c'était 25, parce que j'ai fait une autre chose. Mais il a dû les indemniser rétroactivement. Et évidemment, elle n'a pas aimé ça parce que ça coûtait des millions à la commune, je crois, dans les 30 millions, quelque chose comme ça. Mais on peut donc faire quelque chose sur la base des directives et des règlements, sur la base de la législation européenne. Les femmes ne sont plus discriminées depuis les années 75, où nous avons eu les directives sur l'égalité de traitement en matière de salaire, accès à l'emploi et tout. Et alors, moi, vous savez, lorsque aussi ce 8 mars, tout le monde est en train de se plaindre, tout le monde est en train de vouloir de réinventer ce que nous avons réalisé depuis plus de 50 ans. Elles ne le savent même pas. Ils le savent, mais vous voyez une législation existante, mais qui n'est pas systématiquement appliquée, produit encore des effets négatifs. Et donc, on ne peut lutter contre ça qu'avec la loi et par la loi. Mais grâce, entre autres, à vous,
cette législation existe et donc il est à notre portée. Non, il n'est pas. Nous n'avons pas besoin de nouvelles législations européennes. Les législations, les directives européennes sur l'égalité de traitement sont magnifiques. C'est un arsenal magnifique. Nous ne l'aurons plus avec la situation actuelle de la communauté. Mais nous l'avons eu parce que nous avons beaucoup travaillé et lutté, moi au Parlement européen, au secrétariat syndical européen. Mais il faut en profiter, il faut l'appliquer, et s'il ne sait pas l'appliquer, et si moi je suis discriminée, je peux aller devant la justice, je peux avoir mes droits. Et moi j'ai prouvé à Luxembourg par beaucoup d'actions que les femmes ont eu leurs droits. Nous avons toujours gagné avec toutes nos actions sur la base de la législation européenne. Donc, il ne faut pas demander une nouvelle législation européenne, il faut l'appliquer. Madame Lulling, si on appliquait vraiment correctement, fidèlement, tout l'arsenal auquel vous avez fait référence, comment vous expliquez-vous qu'aujourd'hui, parmi les plus grandes sociétés en Europe, seulement 8% des CEO, donc des présidents, des directeurs, soient des femmes? Ne faut-il quand même pas passer par des quotas? Je me le demande. Apparemment, en réalité, l'arsenal européen n'est pas appliqué. Vous savez, moi j'ai une raison aussi pour ne pas vouloir les quotas, parce qu'avec les quotas, il y a des gens, comment je dirais, pas capables, qui ont les postes, et les gens capables n'ont pas de poste. Ça arrive avec les quotas. Je l'ai vécu sur le plan européen et national. Il y a une dernière question qui est la suivante. Quel est, à votre avis, le plus grand obstacle qui est maintenant mis aux femmes pour vraiment s'engager en politique, dans la vie publique? À quoi elles ont peur ou devant quoi reculent-elles? Quel est votre avis? Moi, je suis une femme, mais j'ai jamais vu d'obstacle. Mais ça dépend de la manière dont on s'engage, ça dépend du savoir. Mais ce n'est pas sur le plan général que les femmes sont discriminées. Si elles ne s'engagent pas, ou si elles ne sont pas capables de s'affirmer, c'est quand même pas la faute de notre réglementation pour l'égalité de traitement. Est-ce que je peux poser une question? Pourquoi pensez-vous que ces femmes ont peur? Pardon, madame. Pourquoi pensez-vous que ces femmes ont peur? Parce que j'entends fréquemment pour l'instant, il faut avoir le courage de se lancer, il faut oser et tout ça. Ce qui implique qu'il y a déjà un obstacle. Mais il y a aussi des hommes qui ont peur. Il y a aussi des hommes qui ne réussissent pas à avoir des postes qu'ils aimeraient peut-être. Mais c'est souvent aussi parce qu'ils ne sont pas capables. Il y a des hommes et des femmes capables, il y a des hommes et des femmes non capables. Alors, c'est là où il faut regarder. Alors l'obstacle. Il n'y a personne qui empêche les femmes. Mais si elles ne veulent pas, si elles ne s'engagent pas, on ne peut pas les forcer. Non, mais si vous avez dit que les hommes ont peur, c'est peut-être aussi. Ça. Moi, je connais aussi des hommes qui ont peur. Et c'est peut-être les femmes qui ont peur de la désapprobation des hommes, qui ne se lancent pas parce qu'elles savent que la porte sera fermée. Et, ou du moins qu'elles souffriront la minute qu'elles passeront par la porte. Mais pourquoi elles ont peur? Ben oui, c'est la question que je me pose aussi. Ça dépend de chacun s'il a peur ou non. Moi, j'ai jamais eu peur, alors j'ai pas eu de problème.
Il y a aussi un commentaire qui vient du public et qui est peut-être il faudra s'attaquer aux préjugés qui existent dans l'esprit des citoyens et puis procéder à une éducation afin que les mentalités soient ouvertes dans des horizons plus larges. Peut-être que c'est ça la clé. Oui. Le mot préjugé, c'est Voilà. ça. Et les stéréotypes. Oui. Ouais. Ouais. C'est quand même On est- encore très présent dans notre société. On est d'accord là-dessus. Hein. Oui. Mais vous ne pouvez pas changer les préjugés par de la législation ou des règlements. Justement, je crois que des préjugés, ça c'est quelque chose qui est ancré dans notre société et ça devrait faire abstraction, mais de manière complète, d'une législation qui se veut factuelle, juridique et basée sur des faits établis. C'est ce que la Commission veut faire à chaque fois qu'elle propose un nouveau texte. C'est toujours quelque chose qui est fondé sur des problèmes démontrés. Et des problèmes d'égalité homme-femme existent encore aujourd'hui. C'est établi, c'est véridique. Et il faut s'y attaquer, il ne faut pas fermer les yeux. Et les efforts de sensibilisation doivent continuer. Et ça, c'est une des grandes missions de la Commission européenne, et particulièrement sous la présidence d'une femme que je trouve personnellement très forte, Ursula von der Leyen. Elle a 7 enfants. Elle a fait une carrière politique exemplaire. Et elle est là maintenant, je veux dire, c'est quelqu'un de très inspirant. Sur les 27 commissaires, il y a 13 femmes, c'est du jamais vu. Et il faut le féliciter, il faut le saluer. C'est quelque chose qui, je crois, va marquer un point tournant dans l'histoire de la Commission européenne et j'espère dans l'histoire européenne tout court. Merci beaucoup pour ces commentaires. Ça s'est fait également pour enrayer ces préjugés aussi dans la composition de la Commission et sur le rôle des femmes sur le devant de la scène politique et au sommet de la scène politique. Justement pour lutter contre ces préjugés, mais aussi pour démontrer que l'histoire a bénéficié de femmes de conviction et d'action, que l'Europe Direct de l'Université de Luxembourg, ensemble avec le Luxembourg Center for Contemporary and Digital History, avec le Media Centre de l'université et avec le programme de master en histoire européenne contemporaine, nous avons lancé le projet d'histoire orale qui s'intitule « Le rôle des femmes dans les relations européennes et internationales ». Pourquoi ? Parce que l'étude du rôle des femmes dans ce champ des relations n'est entré en historiographie qu'en début des années 70. Il s'est fait d'abord par le biais de mouvements pacifistes durant la Seconde Guerre mondiale, des mouvements féministes ou des droits humains après la guerre, des approches dans la théorie des relations internationales et ensuite par le Gender Studies ou encore des études intersectionnelles. Comme Madame Lulling l'a mentionné et comme nos oratrices l'ont rappelé, il y a le principe de l'égalité de sexe et aussi de l'égalité des droits économiques et sociaux qui sont mis en route à travers les traités européens et plus récemment ce volet du gender mainstreaming qui devient une des approches centraux dans la construction européenne et dans la constitution des réseaux féminins, dans l'internationalisation des technologies d'information ou de la communication qui rythme la présence des femmes dans les relations internationales en général. Au Luxembourg, les principaux travaux en matière d'évolution des droits des femmes est lié aux femmes et genre, femmes et démocratie, et femmes après le tournant de 1968, et ont été tous menés par des chercheuses de l'Université de Luxembourg. Mais la présence et l'influence des femmes dans les relations internationales, dans la diplomatie, soit-elle formelle ou informelle, telle que menée par exemple par les conjointes des ambassadeurs et des représentants à l'étranger, est un sujet qui a été peu abordé. Nous sommes dans la situation de nous attaquer à ce volet peu abordé à travers l'histoire orale et donc à travers les témoignages des femmes qui se sont
affirmée dans tous les horizons, politiques, diplomatiques, économiques, syndicales, culturelles, technocratiques, la société civile. Et jusqu'à présent, on a recueilli les témoignages de Madame Colette Flech, Madame Erna Hennicke-Schöpfes, Madame Viviane Reding, Madame Martine Reichertz. Madame Lulling était la première sur notre liste, mais son interview ne s'est pas réalisée. On espère de la réaliser bientôt. Et il y a encore un panel de femmes d'exception des générations plus mûres qui sont sur notre liste cette année. L'important, c'est que à partir de toutes ces interviews qu'on a pu recueillir jusqu'à présent et qui seront publiées sur l'infrastructure de recherche de l'université, le programme de master en histoire européenne contemporaine peut tirer profit pour finir des recherches et pour rédiger des travaux de master, comme c'est le cas de l'étudiante Anne Schmidt, ici présente, qui va vous présenter ses travaux dans les minutes qui suivent. Donc, merci beaucoup, Madame Janescu, de m'avoir invitée ici. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anne Schmidt et je suis étudiante en master d'histoire européenne et contemporaine ici à l'Université de Luxembourg. Je rédige mon mémoire sur les femmes luxembourgeoises dans les relations internationales depuis 1945 en me focalisant surtout sur l'aspect politique. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter les trois principaux objectifs de ce travail. Il convient dans un premier temps de saisir les différentes fonctions exercées par les femmes impliquées dans les relations internationales du Luxembourg. On a des épouses d'hommes politiques, on a des monarques, des conseillères et des expertes, des femmes dans l'administration, des ministres, des diplomates et des politiciennes européennes. On voit donc que les femmes sont impliquées dans ce domaine par des multiples canaux. Ce travail consiste également, et ça c'est la partie la plus importante, à définir les rôles et les places des femmes dans les relations internationales. Il s'agit de redessiner leur vécu professionnel afin de comprendre mieux le rôle de la femme dans la société et dans le système politique luxembourgeois. Et enfin, un troisième objectif est de mener une étude de cas luxembourgeois, c'est-à-dire en comparant le Luxembourg avec ses pays voisins. Est-ce que le Luxembourg est un pays précurseur ou pas? En tant qu'étudiante d'histoire, je suis bien sûr censée travailler avec des sources historiques. Avec ma directrice de thèse, Madame Janescu, nous avons décidé de faire quelque chose de nouveau et d'utiliser des témoignages, donc de faire l'histoire orale, pour deux principales raisons. Tout d'abord, les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, telles que déposées aux archives nationales, couvrent uniquement la période allant jusqu'en 1973. Pourtant, l'intégration réelle des femmes dans les relations internationales n'a que commencé dans les années 1960-1970. Et deuxièmement, il faut aussi soulever que la consultation des archives du ministère des Affaires étrangères peut s'avérer assez difficile. L'accès à certaines informations confidentielles et secrètes n'est pas toujours autorisé. Donc, les témoignages sont un moyen efficace pour retracer le vécu de ces principales actrices et permettre de répondre à la pauvreté et à la difficulté d'accès aux archives. Les interviews, Madame Janescu a déjà dit, sont des entretiens audiovisuels, non seulement menés avec des femmes politiciennes, mais également avec des technocrates et avec des diplomates. Jusqu'ici, j'ai eu la chance de faire des interviews avec Colette Flech, Martine Reichertz, Erna Hennicke-Schöpfes et Viviane Reding. Je vous présente donc maintenant le plan de la thèse. Je commence traditionnellement avec une introduction et dans une première partie, je me concentre surtout sur les questions théoriques et de contextualisation. Qu'est-ce qu'on comprend par relations internationales? Qu'est-ce que la différence entre histoire des femmes et histoire du genre? Et quel est l'état d'art en ces domaines?
Je précise également le contexte historique mondial de l'après-guerre en évoquant l'avènement du multilatéralisme et le renforcement de la diplomatie. À soulever aussi le contexte historique luxembourgeois de l'après-guerre avec l'entrée du pays sur scène internationale et européenne et en analysant la mutation de la société et de l'économie luxembourgeoise depuis 1945. Dans une deuxième partie, je me concentre sur le lent tâtonnement des femmes dans les relations internationales. Les premières femmes qui s'y engageaient œuvraient surtout à des niveaux subalternes que Mme Lulling a évoqués, surtout en tant que fonctionnaires, secrétaires, traductrices et interprètes. Ici, les témoignages de Colette Flasch et d'Astrid Lulling sont très utiles. Et dans cette partie, il convient également d'évoquer que l'ouverture de la diplomatie aux femmes, en expliquant que cette carrière était assez longtemps fermée à celle-ci, mais que des changements à ce sujet ont été entamés dans les années 1970. Dans une troisième partie, je prends davantage en considération l'aspect politique en analysant plus en détail la participation politique des femmes au Luxembourg. Je commence par un bref aperçu historique avant d'expliquer le rôle des pionnières pour l'émancipation d'abord sociale des femmes, mais aussi pour l'émancipation politique des femmes. Dès que les femmes entraient à la Chambre des députés, elles s'engageaient également dans la Commission des affaires étrangères et dans les assemblées parlementaires internationales, comme par exemple celle du Conseil de l'Europe, de l'OTAN ou du Benelux. À noter que les questions de défense ne sont point traitées par les femmes. Peu de femmes siégeaient dans la Commission de la Défense ou dans l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, ce que vous pouvez bien sûr voir sur le premier graphique où la courbe en orange est beaucoup plus inférieure que celle en bleu qui est la courbe des affaires étrangères. Dans une quatrième partie, je me concentre sur les femmes actives dans la sphère de décision diplomatique, c'est-à-dire les femmes en tant que ministres, les femmes dans le corps diplomatique et les femmes dans l'administration du ministère des Affaires étrangères. Ici, l'interview avec Colette Flasch est une source très utile puisqu'elle a parlé beaucoup des circonstances de sa nomination et des principaux dossiers du ministère lorsqu'elle était ministre. Concernant les données sur le corps diplomatique et l'administration, j'attends encore une réponse du service responsable du ministère. Enfin, dans une dernière partie, je me concentre sur les femmes qui étaient au service de l'Europe. Qui siégeait au Parlement européen? Quels étaient les résultats des femmes lors des élections européennes? Dans quelle commission les femmes œuvraient-elles? Le rôle de Viviane Reding en tant que commissaire européenne est également mis en avant, ainsi que ses principaux dossiers. Enfin, je termine avec les femmes technocrates en mettant en avant surtout le travail de Martin Reichertz. Voici encore une étude du cas du Parlement. Même si le taux des femmes candidates sur les listes électorales augmente constamment, la courbe bleue, une hausse proportionnelle des femmes élues directement au Parlement européen ne s'en suivait pas. De 1979 à 2004, le taux restait durant 25 ans à 16,6%, sauf pour l'année 1989, lorsque aucune femme était élue directement au Parlement européen. Comment peut-on expliquer ce phénomène? En effet, la plupart des partis politiques avaient longtemps tendance de nommer leurs grands hommes politiques sur les listes des élections législatives et européennes. Comme ces élections ont toujours eu lieu au même moment, les doubles candidatures n'étaient donc pas une rareté. Et cette tactique a empêché les femmes candidates de célébrer des véritables succès électoraux puisqu'elles restaient dans l'ombre de ces politiciens comme par exemple Jacques Santer, Jean-Claude Juncker, Jacques Prost ou Jean Asselborn.
À cause des renoncements massifs de bon nombre de politiciens, les portes pour le Parlement européen se sont donc ouvertes aux femmes. Pensons ici à Marcel Lanz-Kornat, à Lydie Schmidt, mais aussi à Erne Hanniko-Schöpfes et à Viviane Reding, qui sont devenues députées européennes parce qu'elles ont pris la place des hommes politiques qui, eux, ont préféré rester au Luxembourg et s'engager dans la politique nationale. Cela explique donc, et on voit ça vraiment bien sur le deuxième graphique, pourquoi le taux de femmes élues directement et le taux de femmes enfin nommées députées européennes diffèrent fortement. Je termine mon mémoire avec une conclusion et une sorte d'ouverture où je souligne que le domaine des relations internationales est très vaste et qu'il ne se limite pas uniquement à la politique, mais que le sport, la culture et l'économie font également partie de ces relations internationales et que les femmes luxembourgeoises y ont également participé. Voilà, c'était tout. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. On vous invitera au mois de juin, lorsque ce mémoire sera déposé et soutenu, à lire le texte complet, à assister à la soutenance. Et je voudrais également souligner que ces interviews que nous constituons, il y a des heures et des heures, 3-4 heures d'expression individuelle de toutes ces personnalités. On va non seulement le publier sur le site de l'université, mais le partager aussi avec les archives historiques de l'Union européenne et les archives historiques du Parlement européen pour pouvoir donner aux chercheurs et au public en général ces témoignages qui sont tout à fait inédits. On passe maintenant au dernier point du programme qui est réservé à une autre oratrice de marque, Madame Anne Kaltö, la représentante de la Commission européenne au Luxembourg, qui dispose d'une longue expérience de la diplomatie luxembourgeoise et européenne. Madame Kaltö est depuis 2016 à plusieurs postes de responsabilité où elle est chargée notamment de la gestion des crises. Elle a été en particulier en charge de la coordination de la cellule de crise Covid-19 au sein du ministère de la Santé du Luxembourg et ses fonctions de chef des affaires européennes et internationales et de haute conseillère principale auprès de la ministre de la Santé au Luxembourg depuis 2016 lui ont permis d'acquérir une connaissance approfondie des affaires et des politiques européennes. De 2016 à 2018, Madame Kaltö a dirigé l'unité communication au sein du ministère, ce qui témoigne de la solidité de ses compétences en matière de communication et d'analyse dont elle dispose pour s'occuper de l'orientation stratégique globale et de la gestion de la représentation de la Commission au Luxembourg, telle que la Commission même le mentionnait lors de votre prise de fonction au Luxembourg. Madame Kaltö, la parole est à vous. Merci beaucoup, Elena. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement. Merci aussi aux intervenantes, 3 Anne et 1 Astrid. Merci aussi à tous les participants. Je suis d'autant plus contente d'avoir pu être de la partie aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, les femmes, c'est important et il faut continuer à s'engager pour les intérêts de la femme. Et aujourd'hui, 8 mars, donc nous célébrons les femmes dans toute leur diversité, mais aussi leur vulnérabilité et leur force. Comme toutes les journées internationales, la Journée internationale des droits de la femme a été mise en place en 1911 déjà, il faut le dire quand même, pour adresser un problème, pour attirer l'attention du monde entier sur une situation qui n'est pas acceptable, celle de l'inégalité injustifiée entre hommes et femmes. Des progrès ont été accomplis depuis lors, mais des inégalités profondes persistent, notamment en ce qui concerne l'accès de base à la santé, à l'éducation et à l'emploi. Et aujourd'hui, on remarque en plus que certains acquis se voient de plus en plus menacés, notamment par la pandémie
de la crise Covid-19, dont on sait aujourd'hui qu'elle a eu une incidence nettement plus marquée sur les femmes et sur les filles. Catherine Leglu l'a dit, je ne vais pas y revenir en détail. Mais en relation avec la crise Covid, j'aimerais relever que cette crise a aussi ralenti les travaux menés au niveau mondial en matière d'égalité, étant donné que l'objectif de réduction de l'écart mondial entre femmes et hommes s'est rallongé d'une génération en passant de 99 ans à plus de 135 ans, selon le Forum économique mondial. C'est quand même très inquiétant. De plus, aujourd'hui, nous connaissons une nouvelle crise, la guerre en Europe, et nous savons que parmi les millions de citoyens qui prennent aujourd'hui la fuite, il y a beaucoup de femmes et de jeunes filles, et ce sont des personnes extrêmement vulnérables. Nous devons donc aujourd'hui redoubler d'efforts pour placer les femmes et les filles qui sont toujours les premières victimes des conflits au cœur de nos efforts. Nous vivons dans une époque, je dirais, exceptionnelle, qui exige que l'Union européenne s'engage davantage et de manière plus assertive, plus audible en faveur de la protection de ses valeurs et de ses principes, ces valeurs qui font que cette Europe dans laquelle nous avons la chance de vivre existe pour les femmes et pour les citoyens. S'engager en faveur des droits de la femme fait partie des priorités de la Commission européenne pour laquelle je parle aujourd'hui. Il s'agit d'un aspect primordial des valeurs européennes et des droits inscrits dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Et c'est aussi une cause personnelle de la présidente Ursula von der Leyen. L'Union européenne, ce sont 27 réalités différentes avec des inégalités plus ou moins prononcées. Chaque initiative de la Commission a pour objectif de tirer vers le haut le niveau de protection des droits des femmes en Europe et ainsi à s'ériger en modèle au niveau international. Ça, c'est une démarche qui est vraiment particulière à la Commission européenne, de mettre des objectifs très ambitieux pour que les États membres suivent de partout où ils se trouvent, et ça, c'est des niveaux différents, donc qu'ils suivent ces objectifs et que progressivement, ils arrivent à atteindre l'objectif voulu. Depuis le début de la pandémie, 2 instruments européens importants ont vu le jour. Je ne vais pas insister sur tout l'arsenal législatif sur lequel Mme Lulling a déjà pris position en détail, mais j'aimerais relever 2 instruments donc, qui ont vu le jour depuis 2020. Premièrement, la nouvelle stratégie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, et cette stratégie, elle couvre la période 2020 jusqu'à 2025. Et en 2025, on va faire un bilan et on va adapter cette stratégie pour l'adapter à la réalité qui va prévaloir à ce moment-là. Ça aussi, c'est très important, ne pas se mouvoir en dehors des instruments figés, mais reconnaître les besoins spécifiques de l'actualité et réagir. Ensuite, en mars 2021, la Commission a adopté une proposition de directive relative à la transparence des rémunérations. Donc ça s'inscrit dans ce que Mme Lulling a dit parce que c'est une directive qui est prise en application de l'article 119 du traité que vous avez mentionné. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de garantir que les femmes et les hommes aussi, donc pas que les femmes mais aussi les hommes, bénéficient d'une rémunération égale pour un travail égal. Et là intervient donc ce chiffre que j'avais nommé tout à l'heure, c'est 13% d'écart, c'est une moyenne au sein de l'Union européenne et je vous invite à lire l'étude publiée il y a quelques jours par Eurostat à ce sujet pour plus de détails et pour des données plus granulaires. En plus, le nouveau programme de travail de la Commission européenne prévoit pour la fin de cette année une nouvelle initiative intitulée « Renforcement du rôle et de l'indépendance des organismes pour l'égalité de traitement ». Ces organismes sont importants, ils jouent un rôle essentiel dans la garantie des droits en matière d'égalité hommes-femmes. Aujourd'hui, 8 mars, c'est toujours une date très importante pour la Commission européenne, lourde de symbolique. Aujourd'hui, la Commission va publier en fin d'après-midi une nouvelle version du rapport annuel sur l'égalité hommes et femmes. C'est un stock-taking de la situation. Tous les ans, cet exercice est fait et ça permet à la Commission de pointer du doigt les domaines
où il y a encore, disons, du pain sur la planche. Pour cette édition-ci du rapport, je peux déjà vous le révéler maintenant, bien que le rapport soit présenté dans une bonne heure, je crois, mais vous avez la primauté de l'information. Donc, dans la version de cette année-ci, plusieurs constats sont faits. Tout d'abord, les femmes ont été impactées de manière disproportionnée par la pandémie aussi en 2021. Donc, cette tendance a pu être observée également en 2021. Deuxièmement, la participation des femmes dans le monde du travail a diminué par rapport à 2019, alors qu'avant, on constatait une période continue de hausse. Là aussi, développement inquiétant. Troisièmement, la violence domestique a connu un pic dramatique. Elle concerne une femme sur 3 en Europe. Ensuite, une femme sur 2 a déjà souffert d'harcèlement sexuel et la cyberviolence concerne une jeune femme sur 2, hautement inquiétant. Un autre constat, lorsque la violence n'est pas adressée, ou si la violence n'est pas adressée, son coût s'est élevé à 289 millions d'euros par an. Il faut quand même se l'imaginer, hein, ce coût pour la société énorme. Il est donc urgent d'agir et donc nous ne pouvons pas fermer les yeux devant ces constats accablants. Ce serait, à mon avis personnel, de la non-assistance à personne en danger, parce qu'il y a vraiment des problèmes au sein de notre société, aussi en Europe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Commission européenne va présenter, donc également cet après-midi même, une nouvelle proposition législative sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Cette proposition, elle avait été annoncée par la présidente von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union européenne en septembre l'année dernière. Et cette proposition, elle est maintenant là et la présidence a donc tenu sa promesse. C'est une initiative qui, d'après moi, revêt un caractère absolument historique, car pour la première fois, un texte à visée européenne érige en crime plusieurs actes. Le viol, la cyberviolence, le cyberharcèlement, le partage non consenti d'images intimes, la cyberincitation à la haine et à la violence, ainsi que la mutilation génitale des femmes. Et, en plus, ce texte prévoit que des peines de prison minimales sont applicables à chacun de ces crimes. Donc, maintenant, les États membres doivent faire en sorte, lorsque cette directive va devoir être implémentée, que ces peines sont bel et bien prévues. C'est quand même une approche, une démarche, je trouve, très volontaire et lourde en symbole, parce que ça permet concrètement aux femmes et aux jeunes filles d'être protégées et de revendiquer ce droit à être protégées contre tous ces actes que je viens de nommer. Vous aurez remarqué que j'ai souvent utilisé les mots de cyber. C'est vrai que ce sont des agressions qui n'étaient pas connues il y a quelques années, mais c'est quand même des agressions qui maintenant font partie, malheureusement, de notre vie. Cette proposition veut s'inscrire dans la réalité, dans un contexte d'actualité qui est largement dominé par le phénomène de la digitalisation. La digitalisation est une très bonne chose, mais il faut l'encadrer afin que le citoyen puisse en tirer tous les bénéfices et pour écarter tous les, si je puis dire, effets secondaires indésirables. Ce texte est donc un moment clé, un moment de vérité, et je crois personnellement, je suis convaincue qu'il va faire une réelle différence pour les femmes et les filles qui vivent dans notre société en Europe. Je trouve aussi que ce texte est fidèle à la démarche qui caractérise les actions de la Commission, à savoir s'attaquer aux vrais problèmes de notre société, toujours aspirer vers davantage de droits et de valeurs, faire passer les bons messages, parce que c'est ça aussi qui est important, et mettre l'homme, et en l'occurrence la femme, au centre de ces initiatives. Pour clôturer cette journée internationale des droits de la femme, je souhaite avoir une pensée, j'espère avec vous tous ensemble, pour toutes les femmes et les filles du monde qui souffrent de crimes de guerre en ce moment même, à commencer par celles qui vivent en Ukraine, mais aussi
les femmes et les filles de l'Afghanistan, celles d'Éthiopie, Yémen, de la Syrie, de la Palestine, d'Israël et de l'Irak, pour ne nommer que ces pays-là. Mais aussi pour toutes celles qui souffrent de violences domestiques, verbales ou physiques, dans leur quotidien au Luxembourg, en Europe et dans le monde. Il ne faut pas les oublier. Et je vous laisse maintenant regarder une vidéo qui a été réalisée par les commissaires européens à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. I'm over violence against women not being an international priority. When you rape, beat, maim, mutilate, burn, bury, and terrorize women, you destroy the essential life energy on the planet. You force what is meant to be open, trusting, nurturing, creative, and alive to be bent, infertile, and broken. Night after night, I heard the same stories. Women being raped as teenagers, in college, as little girls, as elderly women. What we saw, a girl drinking chemicals in the bathroom, a girl killed by a bomb. A girl beaten up with a rifle over and over. A girl running headfirst into a wall. A girl's malnourished body dumped in the river to drown. They wouldn't intervene. She was his unwritten law. I'm over rape. I'm over rape happening in broad daylight. I'm over rape culture, rape mentality. I am over rape victims becoming re-raped when they go public. I'm over women still being silent about rape. Because they are made to believe it's their fault. No women, no future. Dag. I'm over the passivity of good men. Where the hell are you? You live with us, make love with us, father us, befriend us, brother us, get nurtured and mothered and eternally supported by us. So why aren't you driven to madness and action by the rape and humiliation of us? When you break the silence, you realize how many other people were waiting for permission to do the same thing. We, every thought and type of woman, every single one of us and our vaginas, will never be silenced again. We need to occupy rape in every school, park, radio, TV station, household, office, factory, refugee camp, military base, backroom, nightclub, alleyway, courtroom, UN office, because we are over it. Au nom de l'Europe directe, de l'université et de ses partenaires, je remercie nos distinguées oratrices, le public qui a assisté, qui était nombreux à vous écouter et à assister à ces débats. Et en guise de mot de la fin, je vais citer Margaret Thatcher, une dame de fer, qui disait « Si vous voulez que les choses soient dites, appelez un homme. Si vous voulez que les choses soient faites, appelez une femme. » Et je pense que ça, c'est un bon programme pour ce que les femmes ont à faire dès demain. Merci encore de votre attention. Merci. Merci.